Est-ce que le BDSM peut être vraiment sain? Je pense avoir trouvé, ou en tout cas avoir envie de tester un format de vidéo. Je vous avais dit dans la vidéo de mon retour que j'ai très envie d'avoir des formats longs de réflexion, deep ou non, des fois, qui vont être légers à certains moments, mais qui puissent être cherchés, puissent rester. Potentiellement, ma posture va pouvoir changer, déjà en fonction des haltères qui sont là, mais aussi si je suis plus dans la posture de coach ou plus dans mon expérience personnelle. Et en fait, je me suis dit que ce serait intéressant que pendant à peu près une semaine, je fasse des clips de vidéos en mode discussion où je traite d'un sujet. Et je sais comment ça se passe, c'est que en général, quand je pense à un sujet, les coachings de la semaine vont dans cette direction, les gens arrivent avec cette problématique, on me pose la question sur Instagram en DM, je vois des articles que j'avais pas vus avant qui font sens, enfin bref, les planètes s'alignent et je pense que c'est cool d'avoir une semaine sur une réflexion à la fois. Donc potentiellement ça fait comme un petit vlog de mes réflexions, à savoir que mes vidéos ne sont pas écrites, j'ai juste des réflexions, hein. Et bah, du coup, des fois, la lumière sera pas la meilleure. Le montage, comme je l'ai dit, c'est juste des petits cuts de temps en temps. Et j'ai vraiment envie de parler de est-ce que on peut avoir un BDSM qui est sain. Sur ma vidéo de retour, il y a une inquiétude que beaucoup de personnes ont de se dire tu peux pas dire dans la même phrase que tu es dans une relation maître-esclave 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ou que tu fais du BDSM, ou que tu es dans le monde kinky, peu importe, et que c'est sain. Alors que les deux ne vont pas ensemble. Alors évidemment, ça fait très longtemps que je réfléchis à la question et que je coach dessus, donc je sais très bien de quoi je parle. Merci de ne pas me mansplainer. Mais je me dis que ce serait cool de vous partager les réflexions parce que potentiellement, vous aussi, vous avez envie de faire la transition et commencer à explorer votre côté kinky, BDSM, mais vous avez envie de le faire de manière saine, à vous écouter. Alors déjà, la première chose que je peux te dire, c'est si la seule réponse et l'unique réponse que tu as, c'est non, ça peut pas l'être. Ça traduit juste un grand manque d'éducation sur qu'est-ce que le BDSM, qu'est-ce que la définition d'être sain, et de nuances. Et je sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve qu'on manque énormément de nuances dans beaucoup de sujets qu'on aborde, et ça crée aussi une bonne pensée. On voit ça aussi dans le côté du militantisme, dont je fais partie, où il est censé avoir une bonne pensée, une bonne façon de penser. Et dès que tu commences à nuancer, que tu commences à questionner les gens, ben ça fait mal. D'autant plus où il faut se rendre compte que la plupart des gens qui te disent non, c'est pas possible que le BDSM soit sain, en fait, ce qu'ils sont en train de dire, c'est dans ma perception, dans moi, quand je me projette faire du BDSM, ça peut pas être sain. Et ça peut traduire beaucoup de choses. Ça peut traduire des choses qui ne sont pas guéries de leur côté. Ça peut traduire, comme je l'ai dit, un manque d'éducation, de nuances sur ce que c'est le BDSM. Moi, j'ai envie de pouvoir avoir du contenu qui éduque sur ces sujets-là. Et une des choses qui manque, à mon avis, c'est de la représentation. En fait, ça me paraît logique que si on n'a pas une représentation de ce que c'est le BDSM, on peut que s'imaginer que ce soit pas sain. Parce que les représentations qu'on a, c'est quoi 50 nuances de grès, waouh, le truc moins sain au monde, et du porno potentiellement. Et le porno, on le sait, c'est pas éducatif. Le porno, c'est de la science-fiction. Et c'est du contenu qui est destiné aux adultes à la base. Donc, on est censé déjà avoir une éducation sexuelle avant. Sauf que quand on part de l'éducation sexuelle qu'on est censé avoir avant, il y a un grand manque dans cette société. C'est-à-dire que l'éducation sexuelle que tu as à l'école, euh, elle est minable, vraiment. La majorité du temps, on l'a juste autour des MST et des IST. Si on compte sur les parents pour faire de l'éducation sexuelle, malheureusement, beaucoup de personnes de notre génération ont eu des parents, ou la génération d'après ont eu des parents qui n'ont pas fait d'éducation sexuelle ou qui eux-mêmes en manquaient, en fait, tout simplement. Aujourd'hui, je vois qu'avec les nouvelles générations, on commence à vraiment se poser la question de comment faire de l'éducation sexuelle et c'est trop cool. Mais du coup, c'est pas ouf. Après, encore moins dans le monde BDSM. Parce que le monde BDSM en soi est déjà un tabou. C'est-à-dire que la sexualité est déjà un tabou, donc il manque de représentation. Mais le BDSM est un tabou encore plus grand parce qu'il est associé à des mots comme douleur, violence, abus émotionnel, physique, mental. Donc évidemment qu'on ne peut pas se dire que c'est sain.
Donc, il faut un boulot de représentation, et moi, je peux te le faire, ce boulot de représentation. Et c'est pour ça que j'ai envie de faire ces trucs où on se pose, où tu prends un truc, je sais pas, de quoi manger, et on parle, en fait. Pas dans plein de directions, ce que je veux dire, parce que je suis dans une conversation, hein, pure et dure. Je t'ai dit, c'est pas écrit, c'est vraiment moi qui vais dans une conversation, c'est presque à un moment donné ce qui pourrait se passer en coaching. D'ailleurs, il se peut que si ça arrive dans la semaine où j'ai des sessions de coaching où je parle de cette notion-là, que je me filme tout simplement, évidemment en demandant le consentement. Et donc, il faut quand même se rendre compte que, je suppose en tout cas, que la plupart des gens qui s'inquiètent sur le fait que le BDSM soit sain ou pas, heureusement. Si on ne s'inquiétait pas du fait que ce soit sain ou pas, ça traduirait de la naïveté, quoi. De se dire que c'est logique, bah, évidemment que c'est sain. On n'a pas besoin de regarder de ce côté-là, enfin, les gens font ce qu'ils veulent. Donc, encore une fois, on a besoin de nuances. On a besoin de gens qui s'inquiètent sur est-ce que c'est sain ou pas, est-ce qu'il y a des endroits où c'est toxique, on peut utiliser le terme, ou violent carrément. Et en même temps, juste dire, bah non, ça peut pas l'être sain, on va dans l'autre extrême. Il n'y a que ces deux extrêmes qui sont possibles. Et moi, j'ai envie de dire, viens, on va nuancer et on va se poser les questions de quand c'est sain, de quand c'est pas sain. Si déjà on vient à l'éducation même, comme je le disais avant, il faut se rendre compte que le BDSM, vu que c'est une sous-partie, comme une subculture de la sexualité, il faut se rendre compte déjà à quel point la sexualité de base est saine. Parce que tout ce qui va être reproduit dans le BDSM est potentiellement une influence de ce qui existe déjà dans la sexualité normative dite vanille. Donc vanille, si tu sais pas ce que c'est toute la sexualité. On a la représentation en général, tout ce qui est vu comme la sexualité classique, ce que tu vois dans les films, ben, en général c'est vanille. Et tout ce qui n'est pas vanille, c'est ce qui est hors norme, et donc on utilise le terme kinky. Et là, c'est de se dire qu'en fait, si on regarde la réalité de la sexualité vanille, donc là on est censé avoir le plus de représentation de ce qui est sain hein, finalement, ben en fait on se met le doigt dans l'œil. Parce que dans la plupart des cas, il y a un gros manque d'éducation ben, rien que sur le consentement. Il y a des échanges de pouvoir qui sont pas explicites et donc qui sont pas sains parce qu'on n'en parle pas. Il y a des biais de pouvoir aussi, des dynamiques comme ça qui ne sont pas... on n'en parle pas en fait. Et donc du coup, c'est logique que de se dire que les gens qui viennent du monde vanille, qui vont faire une transition sur le monde kinky, mais sans passer par une case éducation, vont juste reproduire finalement les mêmes endroits pas sains dans un endroit qui est beaucoup plus intense. Et donc ça va créer de la merde. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec énormément de personnes qui font effectivement du BDSM qui n'est pas sain du tout. Et quand tu as des discussions avec ces personnes-là, tu te rends compte que l'éducation qu'ils ont, c'est juste un copier-coller de ce qu'ils faisaient dans leur vie vanille, et ils l'ont transformé, faire exactement la même chose, mais avec des pratiques beaucoup plus intenses. Et donc les dégâts sont beaucoup plus grands en fait. C'est de se dire, en fait, exemple, si je n'avais pas de safe word dans la sexualité vanille, parce que pour être honnête, on a commencé à parler de safe word quand on a commencé à introduire justement le côté BDSM et kinky, bah, du coup, je ne fais pas d'éducation supplémentaire. Hop, je vais dans quelque chose qui est très intense, j'ai pas de safe word. Parce que de toute façon, le consentement, c'était déjà quelque chose de base dont on discutait. Donc, je vais dans le BDSM, je vais pas me poser plus de questions, j'ai juste dit que j'aimais taper des fesses. Bon, bah, je vais taper des fesses de la même façon qu'avant, j'en tapais pas. Et c'est là où le BDSM, il a un avantage de dingue, c'est qu'il est vu comme quelque chose de pas sain. Et donc, vu qu'il est vu comme quelque chose de pas sain, d'intense et de potentiellement violent, il y a beaucoup plus de personnes qui se sont posées pour se dire « Attendez, il faut qu'on mette un cadre sain à ça ». La métaphore dont je parlais dans mes coachings, c'est la métaphore de la boxe, le sport. Quand on fait des combats dans la rue, il n'y a pas de règles. On est là, on se tape dessus, il n'y a pas de règles, et donc c'est évidemment pas sain. C'est en mode, bon, ben, j'ai juste mes nerfs, je les tabasse sur toi, quoi. Point. Et il y a un moment donné, il y a des gens qui se sont dit, attends, j'aime bien taper sur des trucs, mais je veux le faire de manière saine, donc je peux voir que c'est dangereux, je peux me rendre compte qu'effectivement il y a des risques, que ça peut être violent, que ça peut être malsain. Parce que c'est visible, je dois me poser la question de comment rendre ça possible dans un cadre sain et sécuritaire. Et donc est né de ces réflexions-là des sports violents qui, parce qu'ils sont dans un cadre sain et contrôlés, sont possibles. Et on se retrouve avec de la boxe, on se retrouve avec du catch, on se retrouve avec des arts martiaux qui sont littéralement des mouvements violents, mais qui ne le sont pas parce qu'au final, ils sont dans un cadre entre des personnes qui sont consentantes, qui savent à quoi s'attendre. Et c'est exactement la même chose qui se passe avec le BDSM. C'est que
on a eu la chance de se dire que potentiellement il y avait un danger ici, et donc on a eu la chance de créer des cadres qui nous permettent d'être en sécurité. Ce qui n'existe pas dans la sexualité vanille. Parce que vu que la sexualité vanille est vue comme quelque chose qui n'est pas dangereux, qu'est-ce qui peut se passer de mal? Quelqu'un qui te caresse? Quelqu'un qui t'introduit des choses? Oh, ça va. Bah non, en fait, ça va pas du tout. Parce que justement, vu que c'est pas explicite, ça peut devenir malsain tellement rapidement. Il peut manquer d'explicité dans la communication, dans les gestes. On peut utiliser ces biais de pouvoir de façon beaucoup plus facile que dans le BDSM. En tout cas que dans le BDSM, où on a appris ces cadres sains. Et c'est pour ça que ça a été très important pour moi de me dire que un des premiers trucs que je voulais proposer dans mon entreprise, c'est il y a des gens qui vont faire cette transition. Parce qu'ils vont commencer à avoir une représentation et ils se disent ah vas-y, c'est vrai que j'aime bien la boxe finalement. Tu vois, genre, j'aime bien le BDSM, j'aime bien le monde kinky, il y a quelque chose qui m'attire là-dedans et qui vont juste se lancer. Des couples comme ça qui vont juste se lancer. Et je comprends en fait le risque qui existe de faire ça comme ça. Donc je me suis dit, un des premiers produits que j'ai envie de proposer, c'est un guide où j'explique aux gens c'est quoi les règles où on doit faire attention pour pouvoir faire cette transition de vanille à kinky, mais de façon saine. Moi, je me suis rendu compte qu'il y avait 4 étapes qui étaient vraiment importantes, et c'est les 4 étapes que je délivre dans le guide Quickie, ça s'appelle, que tu retrouveras sur mon site. Et ce guide-là, je l'ai vraiment pensé pour faire en sorte que cette transition, elle soit saine. Et oui, on revient sur des bases, et oui, on doit parler de consentement, et oui, évidemment qu'on doit parler de déconstruction de normes, on doit parler d'aftercare, on doit parler de comment on trouve sa place là-dedans. On doit parler de ces choses-là. Mais si on ne parle pas de ces choses-là, c'est pas sain. Et le nombre de personnes qui ont commencé à faire ce guide et qui se sont rendues compte que finalement, les pratiques BDSM qu'elles ont envie de faire, elles sont beaucoup moins grandes que ce qu'elles pensaient, mais que ça leur permette dans leur sexualité qu'elles avaient déjà, en fait, d'avoir quelque chose de beaucoup plus sain qu'avant, bah, c'est énorme. Et là, moi, j'ai envie aussi de parler de la métaphore du couteau. Pour moi, le BDSM, c'est un couteau. C'est-à-dire qu'avec, on peut soit couper des fruits, des tomates, ou alors tuer quelqu'un. Le BDSM, c'est juste un outil, en fait. C'est un outil d'expression de soi, d'alignement de soi, d'expression de ton désir, de ton plaisir, de tes peurs, de tes limites, de plein de choses, de connexion, de sensualité. Mais si on utilise le couteau pour tuer des gens, c'est malsain. Si on utilise le couteau pour découper des tomates, c'est très sain. Et donc, c'est de ne pas se perdre entre l'objet et l'utilisation de cet objet. Et le BDSM peut être utilisé de façon très malsaine. On peut voir notamment des fake doms, et ça arrive plus que ce qu'on le croit, hein, des fake doms qui sont à la recherche de nouvelles soumises, évidemment, qui mentent sur leur expérience, qui mentent qui manquent d'humilité aussi. Oui, j'ai de l'expérience, t'inquiète pas, non mais on fait comme ça, ah mais ça c'est pas important et tout, et qui se retrouvent à pouvoir utiliser leur pouvoir sur des soumises, souvent des femmes, qui viennent de découvrir la soumission. Et malheureusement, dans la majorité des cas, on se rend compte que ça vient traduire exactement ce qui se passe dans le système, c'est-à-dire que souvent ce sont des fake d'hommes, hommes, cis, hétéros, blancs, qui en fait ont juste une opportunité supplémentaire d'utiliser leur pouvoir et qui l'utilisent. Et dans cette situation-là, moi, ça me paraît logique de me dire, ok, peut-être que ça serait intéressant de faire de l'éducation pour que non seulement on arrête d'accepter ça, mais que eux aussi s'éduquent et qu'ils se rendent compte que c'est pas ok de faire ça. Un point qui va aussi venir quand on parle de est-ce que le BDSM peut être sain, ça va être le fait de définir même ce que veut dire sain. Sain ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Quand tu vas dans des réflexions, quand tu vas dans des sujets de société, peu importe de quoi on parle, il y a toujours 3 aspects pour en parler. Il y a l'aspect individuel, il y a l'aspect collectif et il y a l'aspect politique. Et en fonction de où est-ce qu'on évalue la chose, on n'aura pas les mêmes définitions de ce qui est dans l'aspect individuel, collectif et politique. Le BDSM d'ailleurs c'est un bon challenge parce qu'on va se rendre compte que, par exemple, il y a des dynamiques qu'on est ok de faire dans un aspect individuel. Par exemple, moi je suis ok d'être une soumise, d'être même une esclave et d'avoir un maître sur l'aspect individuel. Puis après il y a l'aspect collectif de dire bah, toutes les femmes doivent être des soumises et des esclaves. C'est pas ce que j'ai dit. Et après, il y a l'aspect politique où carrément là je militerais pour que les femmes restent à leur position de soumise ou j'en sais rien quoi.
Et c'est pas du tout la même chose en fonction de où on l'évalue. On apprend en coaching que finalement, on va évaluer ce qui est possible pour les gens en fonction de leurs valeurs. Et donc, quand on va évaluer ce qui est sain pour quelqu'un, en fait, ce qu'on va évaluer, c'est pas ce qui est sain pour quelqu'un, mais c'est la notion d'alignement de soi. Et c'est pour ça que moi, je dis que quand je coach sur le BDSM, je suis coach BDSM, relation amoureuse, polyamoureuse et alignement de soi. Parce que tu peux pas enlever l'alignement de soi du BDSM et espérer que ce soit sain. Et pourtant, c'est comme ça qu'on l'a mis en avant pendant des années. C'est pas grave, c'est pour ça qu'il y a plein de gens dans le BDSM qui m'aiment pas, parce que je remets trop de choses en question, mais excusez-moi, c'est comme ça que je suis. Et donc, c'est de dire, en fait, la notion d'alignement de soi, elle est importante, et c'est celle-là qui va te permettre de savoir si ce que tu fais est sain ou pas. L'alignement de soi, juste pour être clair sur ce que c'est déjà le concept de se connaître soi-même, de pouvoir savoir qui on est, ce qui est important pour nous, c'est quoi nos désirs, c'est quoi nos plaisirs, c'est quoi nos limites, c'est quoi nos peurs, c'est quoi nos traumatismes, on en est où en fait et qui on est, on en est où dans notre vie et qui on est, et de se dire que l'alignement de soi, c'est comme si ça c'était la première couche de qui on était, donc notre pilier intérieur, et le reste, tout ce qui est à l'extérieur, les piliers extérieurs, on va faire en sorte que ça s'aligne à soi. Donc que ça vienne matcher ce qui est important pour nous, plutôt que nous, on matche à ce qui est important pour les autres continuellement et qu'on se suradapte dans la société. Exemple, pour un job, c'est que au lieu que tu t'adaptes pour un job qui ne te convienne pas, c'est que tu saches ce qui te convienne et que tu trouves le job qui corresponde à tes réels désirs et à qui tu es, à ta zone de génie. Et c'est la même chose en fait pour une relation amoureuse. C'est déjà de comprendre qu'on n'est pas l'esclave de tout le monde si on a envie d'être esclave ou soumise dans une relation BDSM. On est esclave de la personne qu'on choisit, mais c'est la réalité aussi pour le fait de juste être petite copine, petit copain en fait. Je suis la petite copine de cette personne, et cette personne, je l'ai choisie parce qu'elle est alignée avec moi. Alignée avec moi, ça veut dire qu'elle est alignée avec mes valeurs. Et c'est là qu'on se rend compte que, du coup, la notion de saine, elle ne peut pas être la même pour tout le monde. Exemple. Je vais prendre un concept qui est connu dans la société pour dire ça, c'est ce qui est ça. Dans un aspect collectif ou politique, on a des exemples de ce qui est vu comme ça. Par exemple, faire du sport, manger des fruits et légumes, ne pas manger trop gras, trop sucré, trop salé, dormir 8 heures par nuit. C'est des choses qu'on a compris que sur un aspect collectif et politique, on s'est dit ça, c'est la définition de ce qui est sain. Au niveau sexuel, on a vu que sur l'aspect collectif et politique, la définition de ce qui est sain, ça va être par exemple d'avoir des préservatifs ou des moyens de contraception. Donc on a fait une éducation au niveau politique de se dire il faut avoir des moyens de contraception pour tout ce qui est en lien avec la reproduction, c'est ce qui est sain. De l'autre côté, il faut se protéger des MST, des IST parce que c'est des maladies, donc c'est pas sain. Et en même temps, on se rend compte que sur un aspect individuel, il y a des personnes, par exemple, si je vais sur le fait que sur l'aspect politique, on a dit qu'il ne fallait pas fumer et qu'il ne fallait pas prendre de drogue ou qu'il ne fallait pas boire de l'alcool, il y a des personnes qui, pour elles, elles ont décidé individuellement que boire de l'alcool tous les week-ends, c'était sain. Elles ont décidé que dormir que 6 heures par nuit, c'était sain. Et elles ont même des fois, pour certaines, décidé que dans des situations où elles mangeraient trop gras, trop sucré, trop salé ou tout ce que tu veux, c'était sain. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on vient les attaquer, parce que non, en même temps la grossophobie on connaît, non, moi j'ai décidé que sur un aspect collectif c'était pas sain. Donc je décide de ce qui est sain ou pas sain pour toi, peu importe ton libre arbitre finalement. Les personnes, elles peuvent même le faire pour des raisons qui sont saines pour elles. Par exemple, on pourrait imaginer que ces personnes, si elles ne mangent pas trop gras, trop sucré, trop salé, ben elles vont avoir des problèmes de santé mentale, ou elles vont pas réussir à gérer leurs émotions, ou elles vont pas réussir à être là pour elles-mêmes, à se réconforter. Donc c'est une façon de prendre soin de soi et d'être sain avec soi-même, de faire ça. Pour d'autres, s'autoriser un verre d'alcool le week-end, ça va être une façon pour elles de prendre soin de leur aspect social. Pour d'autres encore, ne pas aller à la salle de gym, ça va être un moyen de faire attention à leur rythme de leur corps parce que peut-être qu'elles ont des maladies physiques ou un handicap physique. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a une dualité et un paradoxe entre ce qu'on a décidé que dans la société et collectivement parlant était vu comme ça et ce que individuellement parlant est vu comme ça. Et quand on va à l'aspect individuel, on se rend compte que comment on évalue ce qui est sain, c'est en fonction de ses valeurs. Donc les valeurs, c'est ce qui est important pour nous, c'est ce qu'on voit au coaching, c'est ce que je vous apprends aussi dans les coachings haut de gamme à faire dans les premiers mois quand on travaille sur le modèle de connaissance de soi et donc sur l'alignement de soi. C'est d'aller dire, il y a des personnes, par exemple, moi dans mon cas, parmi mes valeurs les plus hautes, il y a le fait d'être heureuse,
donc d'avoir du plaisir dans ma vie, d'avoir de l'endroit pour nourrir mon couple et l'amour. C'est très important pour moi, le couple et l'amour. Alors ça dépend parce que j'essaie de ne pas penser à tous les alters en même temps, donc j'essaie de répondre en termes de système. Ça dépend évidemment de chaque alter. D'être aligné avec moi. Ça va être des choses qui sont importantes. Mais je peux parler à quelqu'un d'autre, par exemple un athlète de haut niveau qui va me dire, pour lui, ce qui est important pour lui, ça va être la discipline, d'être ambitieux et se dépasser. Et on va parler à ces deux personnes, on va leur demander qu'est-ce que la définition de ce qui est sain pour vous. On n'aura pas la même réponse. Et c'est justement parce qu'on n'a pas la même réponse qu'on ne peut pas évaluer sur un aspect collectif ce qui est sain comme BDSM pour tout le monde. C'est pour ça qu'on fait du coaching one-on-one. C'est parce que juste, il y a la réalité du cas par cas là-dedans. Et il y a des choses qui vont être saines pour moi dans ma pratique, que je vais totalement déconseiller pour d'autres personnes, parce qu'ils ont d'autres traumatismes, parce que ça ne va pas du tout avec leurs valeurs, parce que c'est pas aligné avec elles, parce que ça vient challenger trop de choses. Et donc, ça ne sera pas sain pour elles et ça sera sain pour moi. Donc, en fait, quand on pose cette question de est-ce que le BDSM peut être vraiment sain, on se rend compte qu'il faut questionner la notion de BDSM en tant que telle, qu'il faut questionner qu'est-ce que c'est être sain, qu'il faut voir sur un aspect individuel, collectif, politique, qu'il y a un gros manque d'éducation et qu'il faut même se demander, comme je l'ai dit un peu plus tôt, de où vient le BDSM. Ça fait beaucoup. Ce qui est important, c'est d'aller questionner les gens, d'aller leur dire, est-ce que toi, tu as envie de faire du BDSM dans ta vie? Est-ce qu'il y a des choses qui t'intéressent sur ce BDSM-là? Est-ce que tu es curieuse? Est-ce que tu sens qu'il y a du kinky qui t'intéresse? Ok. Qu'est-ce que tu mets en place pour t'assurer que tu vas le faire de façon saine? En fait, je questionne. Je ne viens pas chez les gens et je dis toi, de toute façon, tu fais des choses de façon pas saine, parce que j'en ai rien à... je connais rien sur ta vie, en fait. Je sais pas qui tu es. Donc, je questionne. Qu'est-ce que tu mets en place pour t'assurer que ça se fasse de façon saine? Mais en fait, là, Déborah, moi, je me rends compte que je ne sais pas gérer le fait que j'adore, par exemple, la douleur physique, mais je me juge d'aimer cette douleur physique et ce jugement sur moi vient me faire me traiter de façon pas saine. Et là, c'est intéressant parce qu'on est dans un cas où quelqu'un d'extérieur peut dire « Ah, mais moi, je croyais que ce que tu allais dire qui était pas sain, c'est le fait que tu aimes la douleur physique. » Alors que la personne, ce qu'elle vit réellement, et c'est ce que je vois en coaching, c'est ce que l'endroit où elle se sent pas alignée, où c'est pas sain, c'est le fait de se juger pour aimer ça. Mais pourquoi on se juge? Parce que justement, il y a des personnes qui nous répètent à longueur de journée ce qu'on devrait faire et ce qu'on ne devrait pas faire. Et ne surtout pas prendre ta place dans le plaisir. Hein. Ne surtout pas, enfin, surtout en tant que femme, décider de ce qui est bon pour toi. Il faudrait laisser les autres décider de ce qui est bon pour toi. Je viens questionner en fait. Et c'est important que tu viennes te questionner et que tu vois les endroits où, en fait, moi, je ne me sens pas à ma place. Et pour savoir où tu ne te sens pas à ta place, on vient sur des choses qui sont beaucoup plus en amont. En fait, on parle même plus de BDSM à ce moment-là. On parle de connaissance de toi, on parle de est-ce que tu sais parler de tes limites, est-ce que tu connais la place de tes traumas dans ta vie, est-ce que tu connais la place de tes désirs et de tes plaisirs, est-ce que tu as tendance à te juger, à avoir honte de toi-même, est-ce que tu as tendance à ne pas savoir t'exprimer ou communiquer. Mais ce boulot, y a énormément de personnes qui ne sont pas dans le monde Kiki et BDSM qui ne le font pas. C'est les mêmes personnes qui vont te pointer du doigt en disant que le BDSM et le monde kinky n'est pas sain. Je vais être honnête avec toi, j'ai fait plein d'événements. Encore hier, je suis allée à un genre de café-bar très tard le soir avec Maître pour des gens qui se réunissent et qui font partie de la communauté BDSM. Et il y a des fois des trucs qui me font peur quand je les entends. Ou c'est... dans mon point de vue individuel, je me dis, oula, là, c'est pas ça, on fonce dans le mur, quoi. Je peux mettre toute cette charge sur les épaules des gens qui, individuellement, n'ont juste pas eu d'éducation à ce sujet, n'ont pas eu de représentation à ce sujet, parce que c'est tellement tabou que personne n'en parle, qu'on n'en parle pas aussi profondément, c'est-à-dire que on l'a relégué, le BDSM, en tout cas l'entrée au BDSM, comme juste des pratiques pures et dures. En fait, tu ne donnes pas des armes aussi puissantes sur ton corps, sur tes hormones, juste comme ça, quoi. Et c'est ce qu'on fait. On dit, mais t'inquiète pas, tu veux savoir ce qui est bon pour toi dans le BDSM, mais t'as juste à expérimenter. T'as juste à faire des pratiques. Tu te demandes si t'aimes qu'on te tape dessus, vas-y, fais-toi taper dessus et puis tu nous diras. Tu te demandes si t'aimes bien le shibari, vas-y, fais du shibari et tu me diras. Et encore hier, j'avais cette discussion avec quelqu'un, un homme assez âgé, je pense qu'il doit avoir une cinquantaine d'années, qui n'avait jamais expérimenté le BDSM et qui commence, et qui me disait, voilà, je viens à ces munch pour pouvoir en parler, mais personne n'en parle, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Il disait, oui, en fait, moi je pense que ce qu'il faut faire, c'est juste que j'expérimente et que je vois, et puis on verra bien, quoi. Comment je peux savoir ce que j'aime si j'expérimente pas? En fait, on peut.
comment, c'est la même question quand tu commences tes relations sexuelles vanille, quoi. Je veux dire, il y a plein de choses que tu supposais aimer avant même de les avoir expérimentées. Parce que tu t'es posé des questions, potentiellement. Il y a des choses qui t'ont titillé. Et peut-être que directement, tu t'es dit, ah non, mais ça passera jamais. Et tu avais déjà conscience de certaines limites qui seraient pas saines pour toi. Mais c'est la même chose quand on rentre dans le côté BDSM. Donc, il faut arrêter de croire qu'on a besoin de juste se lancer dans la pratique pour savoir ce qui est sain ou pas. Oui, c'est une partie intégrante de comment grandir dans le BDSM. Mais c'est pas uniquement ça qui va t'aider à savoir ce qui est sain ou pas dans ton BDSM. Donc moi, ça me fait rire quand il y a des personnes qui viennent commenter « Non, ça peut pas être sain. Non, c'est les traumatismes de l'un et de l'autre qui ont décidé que du coup, aujourd'hui, tu reproduis ça dans le BDSM et qui font de la psychanalyse d'ailleurs sur Internet des gens. Que si j'ai cette conversation... qui sont les personnes qui réfléchissent à ces sujets pendant des heures? Ben, potentiellement les gens qui en font leur métier, potentiellement les gens qui le pratiquent au quotidien de manière H24, qui se disent à un moment donné, enfin moi je suis désolée, mais pour pouvoir me dire je vais laisser mon maître décider de mon argent, décider de mon business, décider de ce que je vais porter aujourd'hui, de comment je vais me maquiller, et que j'ai tout le background féministe que j'ai, tout le côté activisme, j'espère bien que je me suis posé des questions. Justement, si je sais que j'ai des traumas, j'espère bien que je me suis posé des questions pour le faire de façon saine. Ça fait un peu règlement de compte, désolée. Mais c'est cool de s'exprimer parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître là-dedans et qui vont enlever potentiellement aussi des croyances limitantes, des oppositions que tu peux avoir. Je veux dire, c'est dur de ne pas s'auto-juger quand tu as autant de pression venant de l'extérieur comme ça, vu que c'est tellement tabou comme sujet. Mais tu peux t'en libérer, t'inquiète pas. Ça ne peut pas être sain à partir du moment où le BDSM, c'est de la violence. Déjà, je pense que c'est pas connaître la définition de la violence, qu'ils en ont donné à des gens, mais les gens qui ont subi des violences savent très bien ce que c'est la violence. Le BDSM peut avoir des actes qui peuvent être les mêmes lors de violences. Par exemple, gifler quelqu'un, on peut avoir exactement les mêmes actes sur la violence, sur l'éducation sur des enfants. D'ailleurs, on ne les entend pas crier à ce moment-là, les gens. Hein. Pourquoi ce ne serait pas violent dans ce cadre-là? Avant que je réponde à la question, je veux juste dire quelque chose à propos du BDSM en tant que tel. Je pense que la majorité des gens, par manque de représentation, n'ont aucune idée en fait de qu'est-ce que le BDSM. Et s'attendent à ce que le BDSM, ce soit taper des fesses, faire du fouet, qu'est-ce qu'il y a encore dans les clichés? Étrangler, du consensual non-consent, qui dans leur tête, c'est le fait de violer des gens, tirer des cheveux, faire du shibari, avoir un contrat où on décide de tout pour les gens sans leur accord et qu'on n'écoute pas leurs besoins ni leurs envies. Je veux dire, moi quand je vois ça, effectivement je me dis, ouh, bah faudra peut-être se poser des questions et peut-être que c'est un petit peu pas sain, j'en sais rien. La réalité, c'est que le BDSM, c'est bien plus que ça. Il y a énormément de personnes qui d'ailleurs pratiquent le BDSM sans aucune pratique de douleur physique. C'est-à-dire, il y a des personnes qui pratiquent du BDSM, qui ne claquent jamais des fesses, qui ne font pas de fouet, qui... Qu'est-ce qu'il y a encore? Voilà, qui ne donnent pas des coups de poing, qui ne font pas du knife play, plein de choses comme ça. Il y en a plein. Il y en a plein qui ont d'autres pratiques dans le monde kinky, fétiche et BDSM. On peut avoir par exemple l'échange de pouvoir, comme moi je pratique. On peut avoir un aspect sur la douleur émotionnelle. Par exemple, on va jouer avec des émotions, la frustration, la colère, la tristesse, le fait d'être désespéré, des choses comme ça qui peuvent être très attractives quand on sait les manier. On peut avoir des fétiches, par exemple des personnes qui vont adorer les pieds, avoir de la discipline. En fait, même l'acronyme BDSM a plein de significations parce que c'est un monde très très grand. On peut dire que c'est du bondage, de la domination, de la soumission, on peut dire que c'est du sadomasochisme, on peut dire que c'est de la discipline aussi. Il y a plein de choses sur cet acronyme-là et encore plus quand on va dans le monde fétiche et pas juste BDSM, quand on a élargi au monde fétiche et kinky. C'est intéressant de faire l'amalgame directement, de dire, bah voilà, tu t'es fait taper quand tu étais petit, donc maintenant tu as à taper, donc c'est logique que c'est pas sain parce que c'est juste une reproduction de tes traumas. Ce qui est dingue parce que quand on se rend compte d'ailleurs que même les gens qui ont exactement ça, et il y en a plein qui font exactement ça, qui effectivement se sont fait taper dessus quand ils étaient petits et effectivement adorent le fait de se faire taper dessus quand ils sont grands dans la sexualité, et quand on développe ça en coaching, on se rend compte que les raisons ne sont pas du tout les mêmes.
C'est-à-dire que, encore une fois, c'est comme dire, bah, quand tu étais petit, tu avais un couteau et on te poignardait avec, et aujourd'hui tu utilises un couteau pour couper des tomates. Évidemment, c'est une métaphore, je dis pas ça, mais c'est juste qu'il y a souvent un pourquoi derrière qui n'est pas du tout le même. Et je dois dire que même si c'était la même chose d'ailleurs, les gens ont le droit d'avoir des traumas et d'avoir du plaisir dans leur vie. Les gens ont le droit. Encore plus quand c'est un moyen pour eux de reprendre leur place dans leur vie, s'ils le font de façon accompagnée, qui potentiellement ont des thérapies à côté, qui leur expliquent comment faire de façon saine, qui leur expliquent potentiellement même comment guérir de ces traumatismes-là. Alors moi personnellement, Déborah, je ne suis pas pour le fait d'utiliser le BDSM comme des moyens de guérir des traumatismes, donc comme un aspect thérapeutique, même si ça peut être un espace thérapeutique. Pour moi, ça ne devrait pas remplacer une thérapie. Mais il y a des personnes qui le font. Et elles ont droit. Je parle même pas de moi là, dans tout ce que je dis, je parle juste de la complexité de tout ce qui existe dans le monde BDSM. Même chose qu'à la base on aurait vu comme scène, et que les personnes vont pousser à l'extrême, et qu'on va voir comme scène encore, qui vont aller sur les mêmes mécanismes, et ça ne nous fait pas chier, parce qu'on n'est pas en train de taper des fesses. Exemple, le sport. Les gens, si je vous dis, pensez à une situation où vous donnez de la douleur à votre corps et que vous kiffez ça et que c'est pas du BDSM, un des premiers trucs qui vient, c'est la musculation, le sport. Et on en voit tous les jours des gens qui vont à la salle, qui se font mal au corps, qui ont des courbatures le lendemain, qui kiffent avoir des courbatures le lendemain, qui vont pousser de plus en plus, qui des fois vont même littéralement avoir des cassures dans leur sport, qui vont avoir des cassures, ils vont se péter des genoux, ils vont se péter des bras, des avant-bras, des poignets. Et ils vont parler de la même façon que les gens qui aiment le BDSM. Ils vont dire, ben écoute, moi j'aime cette pratique parce que les hormones de satisfaction que ça me donne, j'ai l'impression de me dépasser, j'ai l'impression de pouvoir aller plus loin, j'ai l'impression d'être disciplinée, je suis dévouée à cette discipline-là. Quand mon corps dans lequel j'ai mal, j'ai l'impression d'avoir accompli quelque chose, je peux aller plus loin, je peux me dépasser. Un athlète de haut niveau, on va l'applaudir, on va même lui dire, mais waouh, c'est impressionnant. Une personne qui fait finalement la même chose sur son corps dans du BDSM, on va lui dire, et c'est vraiment pas sain ce que tu fais. Et je te parle pas des athlètes de haut niveau dans les extrêmes que on a décidé sur un point de vue sociétal que ça c'était trop. Non, non, je te parle des gens de la vie de tous les jours qui vont par exemple 5 fois par semaine à la salle de sport, qui font de la muscu. On adore ça, on adore en fait les hormones qui viennent avec le fait de se faire mal au corps. Et on leur fait pas le lien avec leur trauma, quoi. On leur dit pas à un moment donné, oui, mais alors je t'explique, toi tu vas à la salle de sport parce que quand tu étais petit, bah, tu te faisais taper dessus et donc du coup, bah, quand tu vas à la salle de sport et que tu pousses des poids, bah, ça te rappelle la douleur que tu as eue et donc ça donne à ton cerveau une façon de... On leur dit juste, ah mais t'as l'impression de méditer, non? Quand t'es à la salle de sport, tu peux être avec toi-même, tu peux lâcher prise, tu peux être fier de toi, tu peux t'accomplir. La plupart des gens qui ont une réflexion dans le BDSM, que ce soit dans la douleur physique ou mentale, ressentent la même chose. Moi, je me suis retrouvée plusieurs fois et je me souviens d'une coachée très précisément. On est allé creuser son rapport à la douleur. Et quand je lui demandais de savoir est-ce qu'il y avait d'autres endroits où la douleur lui procurait du plaisir, elle me parlait de la pole dance. Où elle me disait, bah, tu vois, la pole dance, quand j'ai fait une bonne session, quand potentiellement j'ai des bleus après, bah, en fait, je repense à la session et je me dis, waouh, tu t'es dépassé, regarde, t'as grandi, regarde, tu as un sentiment de satisfaction, de discipline. Elle ressentait la même chose après une séance de pole dance qu'elle ressentait après une séance de BDSM. En plus, ça comptait sur le fait qu'on a les hormones qui jouent là-dedans. Et donc, ton corps, il se dit, ah, j'ai une douleur, j'envoie un max d'hormones pour t'apaiser cette douleur-là, et c'est agréable. Voire même, des fois, ça peut être addictif pour certains, des athlètes, et pour des gens qui sont dans le BDSM. D'ailleurs, ça existe au début, en général, quand les soumises ou les dominants commencent, on passe par la frénésie de la soumise, du soumis, ou de la dominant. Ça existe, c'est un concept, on pourra en parler dans d'autres vidéos. Mais c'est juste de se rendre compte comment pour la même chose, du coup, on va pas se poser les mêmes questions. Et que la question même de est-ce que le BDSM est sain ou pas, on se pose cette question-là sans réfléchir à ce que le BDSM apporte réellement à la vie des gens. En fait, on creuse pas. Mais moi, j'aime creuser.
chose qui est reproduit à d'autres endroits de notre vie, mais c'est vu comme ça, c'est même vu comme quelque chose qu'on met sur un piédestal. Hein. Les athlètes et les gens qui sont disciplinés dans leur sport, on les voit sur un piédestal. Les gens qui arrivent à tenir une soumission 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec de la réflexion, à savoir exactement sur quel bouton appuyer pour avoir du plaisir, du désir, pouvoir leur donner les hormones qu'elles veulent, à l'endroit où elles veulent, pour pouvoir avoir une relation tellement saine que l'autre arrive à presque lire dans les pensées, tellement ils se connaissent bien et qu'ils savent bien communiquer, on ne met pas sur un piédestal. On en vient toujours à un point, c'est que souvent les gens qui posent ces questions-là sont ceux qui n'ont pas réfléchi au sujet ou alors qui ne sont pas concernés. Mais ça, j'ai envie de dire comme tout le temps. Ça arrive tout le temps. Et c'est d'ailleurs ceux qui forcément ne vont pas regarder la vidéo jusqu'à ce point-là, parce que je sais que les gens qui regardent la vidéo jusqu'à cet endroit, c'est les gens qui ont envie d'en connaître plus en fait sur cette discipline, qui ont envie de creuser, qui ont envie de dire ok, mais en fait il y a tout un art là derrière et potentiellement moi c'est quelque chose qui m'intéresse. Ces gens d'ailleurs, oui je fais le lien avec ce que je crée comme contenu, j'ai envie de dire encore heureux, si vous êtes un couple, la femme surtout dans ce couple, parce qu'en général malheureusement c'est celle encore qui est le plus investie sur les deux, et que tu as envie de vouloir avoir une transition saine entre ton côté vanille et kinky, procure-toi le guide Quickie. C'est plus de 3h30 de contenu sous forme de vidéo coupée 5-20 minutes avec des exercices d'auto-coaching pour checker ce qui est sain, ce qui est à mettre en place. Et ça passe par les 4 étapes clés pour passer de vanille à kinky de façon saine. C'est pas trop cher, c'est vraiment abordable pour le coup que tu vas ne pas vivre en fait. C'est marrant de dire ça. Il y a un point que je voulais aborder aussi, c'est la place des traumatismes dans la relation vanille. En fait, on n'en parle pas parce qu'encore une fois, vu que c'est pas vu, c'est pas évident que c'est quelque chose de dangereux, alors que c'est putain de dangereux, hein, les relations vanille. On a tellement de scripts dans les relations vanille qui sont nocifs, avec des échanges de pouvoir qui ne sont pas du tout explicites. Je t'en donne un qui est très simple, hein, de dire en gros que on dit que la femme elle a toujours raison et apprendre au mec dans la relation de dire oui c'est vrai c'est toi qui as raison même s'il n'a pas raison. C'est souvent vu sur TikTok ou sur Instagram que quelque chose de drôle. Tu veux que ton mariage fonctionne, ben dis que la meuf elle a raison. Ça s'appelle un échange de pouvoir en fait. Mais c'est pas explicite et on se demande pas est-ce que tout le monde est d'accord de faire ça. C'est quoi la place de l'opinion de l'homme dans ce cas-là, qui prend les décisions, est-ce que ça dépend des sujets? Non, c'est juste quelque chose de drôle. Ça, c'est un exemple qu'on a d'échange de pouvoir dans les relations vanille qu'on ne remet pas en question. Mais il y en a d'autres, hein. Je t'en avais partagé quelques-uns déjà sur Instagram, en général en story, quand on voit passer. Des choses dans le flirting, que c'est exactement la même chose. On a des échanges de pouvoir, on a des billets de pouvoir et on s'en rend même pas compte. Des choses aussi simples que l'homme est censé payer l'addition. Il n'y a aucun problème à ce que l'homme paye l'addition, mais dans les relations kinky et BDSM, la plupart du temps, on va apprendre à expliciter ça en fait. On va se dire, est-ce que on veut réellement que ce soit le maître, le soumis, peu importe, hein, qui s'occupe des finances, et on va l'expliciter. Mais dans des relations vanille et romantiques, on a juste appris que c'était les codes, et du coup c'est beaucoup plus dur de les remettre en question. Sauf que quand les gens ont commencé à créer leur BDSM, on se rendait bien compte que ça rentrait pas dans les codes. Et donc on a dû les questionner ces codes-là. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des situations des fois BDSM qui sont beaucoup plus saines que des relations vanille ou romantiques. Ça ne veut pas dire que toutes les relations vanille sont pas saines, hein. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Et donc la place des traumatismes, on n'en parle pas beaucoup dans les relations vanille. Quand on parle de traumatisme et de à quel point c'est sain, de comment on en prend soin, c'est de se rendre compte que c'est pas que les gens qui ont des relations BDSM qui ont des traumatismes. On est dans une société, et surtout je pense dans des générations, où la majorité des gens ont vécu des traumatismes. Aujourd'hui, de dire que tu n'as pas de traumatisme, c'est un privilège. Et il y a malheureusement beaucoup de personnes qui ont effectivement même des troubles qui sont liés à du traumatisme, du stress post-traumatique, des choses qui se développent à cause de traumatisme. C'est horrible. Et c'est de se rendre compte que du coup, on en retrouve partout. On en retrouve à tous les endroits de la société. Et quand on va sur la sexualité, on retrouve des gens traumatisés des deux côtés. Que ce soit dans le BDSM ou dans le kinky, que ce soit dans les parties plus normatives et vanille. Et dans les deux cas, il faut se poser la question sur la place du traumatisme. Comment on en prend soin dans ces sexualités-là?
Et du coup, on ne peut pas juste se dire c'est pas simple parce qu'il y a des traumatismes. Parce que ça signifierait que toutes les personnes qui font de la sexualité vanille n'ont pas de traumatisme. Alors que la plupart des gens font de la sexualité vanille et la plupart des gens ont des traumatismes. On les retrouve là-dedans, des personnes qui ont été violées, des personnes qui ont été agressées, des personnes qui ont des traumatismes même juste de confiance, de peur de l'abandon, de rejet, de moquerie, de harcèlement, et des gens qui font de la sexualité vanille à la fin. Peut-être même que ces désirs de douceur, ce désir d'ultra-romantisme est une conséquence de traumatismes sociétaux ou de traumatismes individuels. De l'idée du prince charmant qui vient sauver la femme qui l'attend en haut de la tour. C'est des traumatismes de société, ça. Et ils ont leur place dans une sexualité normative vanille. Comment on s'assure que c'est pas une influence directe de traumatisme qui ne serait pas guéri? Et ce qui dans ta vie n'est pas un lien direct à tes traumatismes, quoi. Parce que c'est souvent un argument qu'on donne pour décrédibiliser les envies des gens et leur faire du slut-shaming, les pointer du doigt et leur dire vous devriez avoir honte de ce que vous désirez, souvent les femmes d'ailleurs. Parce que les hommes dominants, alors on les met sur un piédestal de dingue, hein. D'ailleurs il n'y a qu'à voir les hommes dominants qui s'exposent sur internet et les femmes soumises qui s'exposent sur internet et regarder leurs commentaires. Vous verrez que c'est pas du tout les mêmes, qu'il y a un sexisme intériorisé qui est énorme, où on les met sur un piédestal et on se dit « Ah mais waouh, mais c'est Christian Grey, oh là là !» Et les femmes pas du tout. Effectivement qu'il y a des chances qu'il y ait des liens avec tes traumatismes, parce que qu'est-ce qui dans ta vie n'est pas lié à tes traumatismes? En fait, je suis désolée, mais si tu as eu un traumatisme à 8 ans de quelqu'un qui a abusé de toi ou de quelqu'un qui t'a abandonné, ou ton père il est jamais revenu, il est parti du jour au lendemain, ou à l'école on t'a harcelé, évidemment que ça va forger ta personnalité, évidemment que ça va forger tes goûts, évidemment que ça va forger tes red flags, que ça va forger les gens avec qui tu as envie de faire confiance ou pas. C'est logique parce que ça fait partie de l'éducation et de comment tu t'es développé. Mais est-ce qu'à un moment donné, on ne pourrait pas lâcher la grappe et d'essayer encore une fois de pointer du doigt les victimes de ces traumatismes-là qui essaient juste d'avoir une vie épanouissante en prenant en compte ces mêmes traumatismes-là? Et je dis pas en les répétant, je dis en prenant en compte. Parce que c'est pas parce que tu fais du BDSM que tu répètes tes traumatismes. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui font du BDSM et qui ne font attention justement à ne pas répéter leurs traumatismes, là où il y a des gens qui font la sexualité vanille normative, qui les répètent, malheureusement. Qui se mettent dans des situations avec des relations totalement violentes. Je ne suis pas du tout en train de dire que les victimes de violences, c'est de leur faute et qu'ils les ont attirées. Alors, vraiment pas du tout. Je dis juste que, en fait, les gens ont peur pour le BDSM parce que la chose la plus proche qu'ils connaissent de ça, c'est des hommes violents dans des relations vanille. Et donc, on fait du copier-coller. Et en fait, on se dit, attends, mais c'est logique que du coup, il y a la même chose, copier-coller, et puis c'est forcément une relation toxique, malsaine, violente, parce qu'en fait, la seule représentation que j'ai dans mon quotidien, c'est des relations qui, de l'extérieur, sont censées être saines, et en fait, quand on va creuser, c'est des abus de pouvoir. Ça va être des personnes qui vont totalement avoir un abus de pouvoir sur leur compagne. Je trouve ça dingue que quand, par exemple, on parle de la notion d'ownership, j'en parlais sur un contenu Instagram, je disais, je trouve ça dingue que quand on parle de version d'ownership, donc c'est toute la notion de propriété, dans le BDSM, c'est une partie du BDSM, le fait d'avoir sa personne, son partenaire comme une propriété, que les gens pensent et font le lien direct avec des situations d'abus de pouvoir, dans des situations en général qui sont vanilles et des situations de violence conjugale où les gens mettent la compagne comme une propriété qui n'a pas de mot à dire, qui n'a pas d'envie, qui n'a pas de désir. Pourquoi on fait ce lien-là? Parce que c'est la représentation qu'on connaît, en fait. Pour dire que je pense que ce serait important d'arrêter de dire aux victimes de traumatisme qu'elles n'ont pas le droit d'avoir du plaisir dans leur vie, qu'elles n'ont pas le droit de décider aussi de qu'est-ce qui leur donne du plaisir et de qu'est-ce qui est sain pour elles et qu'est-ce qui est aligné avec elles. Surtout que dans la plupart des cas, c'est des personnes qui font des thérapies, qui font des coachings, qui se font accompagner, qui réfléchissent énormément, qui se posent ces questions-là parce que tout simplement c'est elles les victimes. Donc, souvent on voit d'ailleurs que les agresseurs, c'est pas eux qui font ce boulot. Moi je le vois, ça fait 5 ans que je fais du coaching.
Je peux vous dire le nombre de fois où j'ai entendu des victimes venir et faire du travail sur elles quand la personne qui était en couple avec elle ou qui était dans le passé en couple avec elle, qui n'était d'ailleurs même pas entendant du BDSM, faisait pas ce boulot. Voilà. Il y a un manque d'investissement en général qui est quand même assez grand. Et en fait, d'arrêter de les shamer, quoi. En tout cas, je veux croire à ça. Je veux croire à ce que les gens qui ont eu des traumatismes et qui ont envie d'avoir une vie saine, ben, à un moment donné, se demandent comment ne pas répéter ces traumatismes-là. Je préfère ça à des personnes qui ont eu des traumatismes, qui ne se posent pas les questions, qui vont dans ce que la société leur a dit que c'était la norme, et qui se retrouvent à reproduire les traumatismes sur la génération d'après. Est-ce que ça vous parle d'avoir des exemples, par exemple, de gens, je dis n'importe quoi, mais ça pourrait être la génération au-dessus de vous, vos parents, vos grands-parents, vos cousins, cousines, qui, vous le savez, ont eu des traumatismes dans leur vie, qui ne sont pas questionnés, qui ont bien suivi ce que la société leur a dit que c'était sain, c'est-à-dire que peut-être qu'ils ont le même job depuis longtemps, vous savez très bien qu'ils ont une sexualité, par exemple, normative, très romantique, un mari, des enfants, un chien, tout ce qui est censé être sain, et qui se retrouvent à reproduire les mêmes traumatismes sur la génération d'après, peut-être vous d'ailleurs. Pourtant, ils étaient censés avoir une vie saine, non? Ça en fait des choses, on est que sur le premier jour. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit mais Déborah, moi ça va, même si tu fais des contenus de 2 heures, je m'assois, je prends mon petit podcast et j'y vais. J'ai quand même envie de dire, s'il y a un manque de représentation et que tu te poses vraiment la question sincèrement de comment on peut faire du BDSM sain, assure-toi de suivre en fait des personnes qui peuvent te montrer aussi cet exemple-là. Moi, on m'avait posé la question, j'ai dit, bah, en fait, suis-moi sur les plateformes, sois curieux. Regarde sur mon Inside Deborah comment je parle de ma relation, de qu'est-ce que je fais au quotidien pour m'assurer de ça. Achète, putain, dépense ton argent et investis-le dans des produits qui vont t'aider à ce que ce soit sain tes relations, mais qu'elles soient amoureuses, polyamoureuses, romantiques, vanille, qu'elles soient juste avec toi-même ou qu'elles soient BDSM. Ça devrait être dans l'éducation nationale. Hein. C'est juste que je ne fais pas partie de l'éducation nationale. Donc, voilà. Je suis évidemment pas seule, vous l'aurez compris qu'il y a d'autres acteurs en fond qui me font avoir ce ton-là. Mais c'est pas grave. Écoute, au moins ça sort du cœur. Au moins ça sort du cœur. On se retrouve dans la suite de la semaine pour d'autres réflexions. J'adore. On est lundi 1er mai et je vais me maquiller en même temps que je continue la vidéo parce que il y a des nouvelles réflexions qui sont arrivées ce week-end. Et ben, il faut que je me prépare quand même parce que j'ai du boulot à faire, quoi. Donc, je vais te raconter personnellement une petite expérience, enfin deux. La première, c'est hier. J'étais avec Maître, on allait rencontrer quelqu'un on se suivait sur Instagram. Quelqu'un qui est pas très expérimenté dans le BDSM, un peu du côté libertin, et encore, pas trop, mais pas vraiment BDSM. Donc évidemment, il avait plein de questions. Il se posait des questions sur la relation, à quel point c'est sain, tout ça, tout ça. Bref, c'est pas le sujet, mais j'ai vraiment envie de te parler d'un moment précis. Il y a eu un switch pendant la soirée, donc c'est Ellie qui est venue. Pendant que Maître est aux toilettes, elle lui demande juste comment tu te sens. Il dit très bien. Franchement, je peux même pas te dire que je suis nerveux parce que je me sens juste très très bien. C'était juste une discussion, hein, rien de ouf. Bah, comment ça se fait que tu te sens pas nerveux et que tu te sens très bien du coup? Et il dit parce que je peux être librement moi-même. Et c'est vrai que du coup, j'ai fait le lien aussi avec une chose que pour les personnes qui ont des désirs dans le BDSM, il n'y a pas tout le monde qui a des désirs dans le BDSM ou dans le monde kinky, en fait, avoir la liberté d'être entièrement soi, ça fait partie aussi d'une prise de soin de soi. Ça fait partie aussi de pourquoi on peut avoir la sensation que c'est sain et que ça l'est. Parce que si ces désirs font partie de toi, bah, au moins tu peux être dans un endroit où tu peux librement en profiter, librement les exprimer, t'exprimer toi aussi. Et bah, ça fait du bien, quoi. La deuxième expérience, c'est que hier, j'ai fini le programme 30 jours de soumission, je l'ai délivré, et c'est un programme où, pendant que je délivrais, je faisais les exercices aussi. Donc c'est vraiment 20 minutes par jour pendant 30 jours sur ta soumission, et je fais les exercices en même temps que toi, et je te montre comment les faire. Des exercices, il y en a plein, hein, je mêle beaucoup de techniques, de thérapie, de coaching, de BDSM pur et dur, enfin voilà, des choses comme ça. Ça reste dans un cadre neutre, effectivement. À un exercice où on devait voir les valeurs
qu'on a l'impression qu'ils peuvent être en opposition dans notre soumission par rapport à nos valeurs à nous. Il y a des exemples, il y a des personnes qui ont avoir l'impression, par exemple, que si, surtout des femmes, que si elles se mettent dans leur soumission, bah, par exemple, elles vont ne pas respecter leurs valeurs de féminisme. Et moi, il y a 3 valeurs que j'ai mis et en fait, c'est pas forcément des valeurs où tu te dis: «Bah oui, tu peux pas avoir ça dans le BDSM», en tout cas moi, c'est pas au stade où j'en suis, mais c'est plus des valeurs où je me dis: «Je vais faire un boulot dessus». Au moins, s'il devait y avoir des oppositions et des endroits de blocage, bah, je puisse les apaiser quoi, me débloquer tout simplement. Et du coup, il y avait 3 valeurs que ma soumission vient challenger. La première, c'était la valeur de, confort. La deuxième, c'était la valeur de crédibilité, mais pas à mes yeux, mais aux yeux, de l'extérieur, des gens. Par exemple, dire que, tu es chef d'entreprise, que tu es ultra indépendante et dans la même phrase dire que tu es une esclave, bon, bah, il y en a qui peuvent remettre ta crédibilité en compte, hein. La dernière, c'était l'égoïsme et à chaque fois, pour chaque, c'était de mettre un exemple où tu avais l'impression que ta soumission pouvait, rentrer en contradiction avec ça. Donc tu vois, ça, c'est par exemple des outils qu'il faut mettre en place pour t'assurer que ta soumission, elle soit à l'écoute de toi-même ou ta domination, enfin peu importe. D'ailleurs, c'est pas que la soumission, la domination, le BDSM, hein. En tout cas, que ton BDSM soit à l'écoute de toi-même et soit aligné avec toi et que tu te perds pas dans un truc qui n'est pas sain pour toi. Il faut faire ce type d'exercice, quoi. Il faut s'y préparer. Par exemple, ben, si j'ai envie de scroller sur le canapé, enfin sur Instagram ou TikTok, sur le canapé, et que Maître me dit viens dans la cuisine pendant que je prépare à manger, reste avec moi, ben, on pourrait se dire que ma valeur de confort, à travers ma soumission, bah, elle est challengée. Du coup, peut-être qu'elle n'est pas prise en compte, peut-être que c'est pas sain, tu vois. Faudrait être tout le temps être dans le confort, par exemple. Intéressant parce qu'après, je suis allée voir en quoi justement, déjà ma soumission me permet de nourrir ces valeurs-là, en quoi ma soumission me permet d'être dans l'égoïsme, dans le confort, dans la crédibilité, mais aussi, est-ce que ces moments-là précis sont vraiment en opposition avec ce qui est important pour moi? Et l'exemple de scroller, il est intéressant parce que, beh, en fait, moi, dans ma vision, évidemment que j'ai envie de moins scroller. Évidemment que j'ai envie de passer du temps avec mon mec. Que je préfère, avoir du temps sur ma vie réelle que, scroller la vie des autres sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on est plein, surtout dans notre génération, à avoir, de la difficulté à sortir des réseaux sociaux, donc je pense que tu peux comprendre ce que je suis en train de dire, que évidemment que ça fait partie de ce que tu veux évoluer dans ta vie. Et en fait, ma soumission, elle me permet à ce moment-là oui, même si ça sort de ma zone de confort sur le moment, bah, en fait, d'être alignée avec ce que je veux réellement pour moi. De dire que si, par exemple, ce que je voulais réellement pour moi, c'était de continuer à scroller et c'est important pour ma vision, pour qui je suis, ben, en fait, ça ne ferait pas sens d'avoir un maître qui te demande d'aller à l'encontre de ça. Parce que normalement, quand tu, choisis un bon partenaire et que vous faites du BDSM sain, vos pratiques, elles sont censées être alignées avec ce que vous voulez profondément pour vous et pas avec juste ce que l'autre veut pour toi. Je vais rebondir après sur un des commentaires qu'il y a eu sur ma dernière vidéo. Je pense que ça peut aider les gens. Mais bon, c'est fou comment en fait cette même situation, elle me met dans un confort extrême parce qu'elle me met dans le confort de ne pas avoir besoin de faire l'effort, de sortir de ce moment d'addiction sur les réseaux sociaux ou de ce moment de scrollage intense, de me reposer la question, mais regarde, qu'est-ce qui est aligné avec toi? Est-ce que tu veux pas plutôt passer du temps avec ton mec? Est-ce que tu veux pas plutôt... Et la réflexion intense. Et je pense qu'il y a plein de personnes qui m'écoutent qui sont tout le temps dans les réflexions intenses. Et en fait, le fait à ce moment-là d'avoir mon maître qui me l'ordonne, et parce que c'est aligné à ce que je veux pour moi et notre vision commune, bah, ça me met dans le confort et dans l'égoïsme, du coup, de faire ce qui est le plus aligné avec moi sans avoir besoin d'avoir à faire les efforts pour. Parce que je passe par d'autres valeurs qui sont tout aussi importantes pour moi, de servitude, de dévotion, de discipline, tout ça, tout ça. Et en fait, ça, c'est des outils de coaching, tu vois, de utiliser tes forces naturelles et tes valeurs naturelles pour essayer d'avoir la vie équilibrée que tu as envie d'avoir ou alignée que tu as envie d'avoir. Si par exemple, bah, pour toi, l'amour, c'est très important et que tu as une autre valeur en même temps qui est bah, le confort, ben, ça va être plus intéressant qu'au lieu de dealer juste avec ton confort et genre, ah vas-y, il faut que je sorte, bah, de te demander, ok, peut-être que ta force naturelle et ta ressource naturelle d'amour, bah, ici, elle peut t'aider à aller sur les objectifs que tu as envie d'avoir de vie.
BDSM est censé être juste un soutien, un outil à ce que tu veux déjà naturellement dans ta vie, ce qui est déjà important pour toi. Mais après, tu sais, moi je dis ça parce que, je sais pas si je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, mais en fait, je suis pas mal en opposition avec beaucoup de codes traditionnels du BDSM. Ton BDSM est censé être un outil qui t'aide à aller là où tu veux aller dans ta vie et pas un outil qui te met en contradiction avec ou là où tu veux aller ou qui te fait devenir ce que quelqu'un d'autre voudrait de toi. C'est pour ça que je disais plus tôt dans la vidéo, dans mes réflexions, que tu n'es pas la soumise, l'esclave, la dom, peu importe, de n'importe qui. Parce qu'il n'y a pas n'importe qui est aligné à toi, à ta vision et à ce que tu veux pour ta vie, quoi. Aussi pour l'égoïsme, je me suis rendu compte que, en tout cas, moi, dans ma vision, et en général c'est comme ça quand tu as une relation maître-esclave, quand tu as une relation où ta position c'est esclave ou soumise, hein, peu importe, c'est juste que esclave c'est aussi, en tout cas dans notre cas, beaucoup plus dans le 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le principe même c'est que les besoins de l'esclave ou de la soumise soient toujours en priorité sur les besoins de là ou du dominant. Dans l'ordre, tu aurais les besoins de la soumise en premier, les besoins du dominant, l'envie du dominant et l'envie de la soumise. Parce que les envies et les besoins, ce n'est pas les mêmes choses. Je me suis dit, c'est fou parce que les moments d'égoïsme, en fait, je suis littéralement dans une relation où toute la relation, elle tourne en priorité sur mes besoins. Et je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui peuvent dire ça de leur relation parce que c'est intense en fait. Ça demande beaucoup de responsabilité, de charge mentale à mon maître, à mon dominant. Ça demande beaucoup de réflexion, d'intelligence émotionnelle. Une grande différence entre le fantasme de ce que c'est censé être une relation H24 et 7 jours sur 7 et la réalité. Hein. On n'est pas dans un film, on est dans la réalité. Des fois, on va avoir son besoin qui va créer beaucoup plus fort que le mien. Et donc, du coup, c'est des choses à prendre en compte et avoir des process dans ces moments-là. Mais quand même, de se dire, bah, si on s'imagine dans le fantasme qu'une relation maître-esclave, c'est quelque chose où l'esclave n'a jamais son mot à dire, on n'écoute jamais ce qu'elle a besoin, elle est juste constamment dans déjà son énergie sexuelle, ce qui n'est pas le cas, ou dans la servitude ultime, la dévotion ultime. Non, enfin, n'importe quelle soumise, n'importe quel esclave a des besoins et est humain ou humaine. Et ce qui est important aussi, c'est qu'il y a des personnes qui vont être comme ça, mais parce qu'en fait, juste, c'est des personnes qui naturellement font ça. Et moi, c'est un truc aussi que je reproche un peu au BDSM old school, c'est que BDSM qui est décrit, en fait, correspond à très 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 peu de personnes. Ça va être des personnes qui, naturellement, leur seule envie dans leur vie, c'est de donner tout le pouvoir à quelqu'un, admettons, de faire ce que l'autre veut pour soi, de ne pas du tout réfléchir à ses besoins, ses envies, de servitude constant. En tout cas, on pourrait imaginer ça dans le fantasme de ce qu'est une esclave. Mais en fait, ça correspond à des personnes, effectivement, et ça correspond des fois même sainement à des personnes, parce que c'est juste naturellement comment elles sont. Mais ça correspond vraiment pas à la majorité des personnes qui sont attirées par le BDSM. Et c'est pour ça que moi j'arrive et je dis, bah tu sais, en fait, il n'y a pas des règles universelles, tu as le droit de trouver ce qui est aligné avec toi, avec ta relation, et en créer une qui fasse sens pour vous, quoi. Comme on le ferait avec une relation de couple, en fait. Je vais rebondir aussi, du coup, sur des commentaires sur la dernière vidéo, parce que je pense que ça peut être intéressant, et il y a des témoignages vraiment intéressants aussi. Commencer par celui-là. Désolée, mais je suis vraiment sur le choc et j'y réfléchis depuis 2 jours quand cette vidéo est sortie. Ce thème BDSM que je ne connaissais pas m'a tellement interloqué. Je n'arrive pas à comprendre comment tu peux arriver à être toi-même et être l'esclave de quelqu'un H24. Tu te dis être contre le côté traditionnel des relations qui n'ont rien d'une relation maître-esclave, mais tu te mets dans une relation de dépendance vu que c'est ton maître et de soumission H24. Je peux comprendre de se faire un kiff de soumission, genre pendant 1 heure avec son mari, mais H24, vraiment, je n'arrive pas à comprendre. Tu n'as pas le droit de t'habiller comme tu veux, de te maquiller comme tu le souhaites, d'occuper tes journées comme tu le souhaites. Tu dois rester à côté de lui et le regarder travailler. C'est une question, hein. Comment peux-tu être toi-même? Tu es ce qu'il veut de toi. Bah, moi, j'ai trouvé ce... Alors, je sais pas si tout le monde le trouve comme moi, mais moi, je l'ai trouvé très bienveillant, ce commentaire. Je trouve que déjà, réfléchi à un commentaire pendant 2 jours avant de le poster, parce que vraiment, ça a créé chez toi des réflexions intenses. Déjà, je suis très contente. Je suis très contente de créer des réflexions intenses chez les gens. Et après, de poser des questions. Enfin, moi, je pense que c'est la meilleure des façons de commenter, c'est en posant des questions, quoi. Donc, je vais faire le lien avec le côté sain. Je vais pas me focus sur tout parce que je veux faire surtout le lien avec le thème de cette vidéo, mais on peut revenir sur des trucs sans souci, hein.
c'est là que l'importance pour moi de l'alignement de soi, elle existe. Pour que ce soit sain, je ne conçois pas un BDSM sans alignement de soi sain. Mais je ne conçois pas une relation amoureuse non plus sans le concept d'alignement de soi sain. Peut-être je ne conçois pas toutes les relations, que ce soit même ton job, je ne conçois pas une vie sans alignement de soi, mais bon. Donc effectivement, comme elle le dit, en fait, tu as besoin de savoir ce qui est important pour toi, de te connaître, de savoir ce que tu veux. C'est comme ça d'ailleurs que tu peux être toi-même en étant une esclave. Il n'y a pas tout le monde qui est fait pour être dans une relation 24/7. Je parle individuellement, mais je parle aussi en couple, parce que être dans une relation 24/7, ça dépend que, évidemment, toi, tu en as envie et que tu sois prête, mais également qu'on trouve un partenaire ou une partenaire qui a une vision commune, qui a envie de prendre ce rôle-là, qui a des envies qui peuvent être aussi qui matchent ensemble, mais qui sont pas les mêmes. Donc, par exemple, moi d'être la soumise et la personne d'être le dominant. Donc, en fait, c'est beaucoup de critères, quoi. Donc, évidemment que c'est pas fait pour tout le monde. Et surtout, c'est encore moins fait pour tout le monde quand ton but n'est pas juste d'être une esclave, mais d'être une esclave qui appuie le fait d'être toi-même. C'est-à-dire que moi, ma relation, quand on dit par exemple que je n'ai pas le droit de m'habiller comme je veux, de me maquiller comme je le souhaite, d'avoir des journées comme je le souhaite, de rester à côté de lui, de le regarder travailler, il peut certainement y avoir des personnes qui font ça. Moi, c'est vraiment pas ma conception de la relation BDSM et encore moins d'une relation 24/7. Parce que franchement, je me ferais chier au bout de 1 heure. Voilà. Moi, c'est d'avoir une relation qui permette d'appuyer justement ce qui naturellement est important pour moi. En fait, le but de, du maître, c'est de faire en sorte que tu sois de plus en plus heureuse et que tu sois de plus en plus à ta place. On en parlait hier justement avec cette personne, c'est si par exemple tu pars du principe que tu as une esclave qui pourrait, dans une métaphore, être comme un objet qui est là pour te servir. Je ne suis pas en train de m'objectifier, hein, c'est une métaphore. Un objet qui est là pour te servir. Et cet objet, il va être là toute ta vie, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il va faire plein de choses pour toi. Mais en fait, tu veux que cet objet se sente bien à sa place, tu veux en prendre soin, tu veux qu'il soit heureux, j'ai presque envie de dire, comme n'importe quel boulot quoi. Comment un boss réfléchirait, c'est: «OK, bah, la personne effectivement est en train de faire du travail, mais je veux qu'elle puisse rester longtemps dans l'entreprise, qu'elle puisse rester, là où elle se sent bien, qu'elle soit heureuse. Donc je vais faire en sorte que ça soit aligné avec elle, que je puisse lui donner un environnement de travail qui est sain pour elle, avoir une communication saine, un endroit sécuritaire». Et en fait, c'est le but. Parce que justement, le maître a envie de garder évidemment son esclave, mais aussi sa petite copine pendant très longtemps dans sa vie. Eh ben, il va devoir faire en sorte que c'est sain et que cette personne se sente à sa place. Donc moi, la façon, si par exemple, d'ailleurs, en tout cas dans notre cas, on déteste le micromanaging, et encore plus lui, donc ça ne fait aucun sens que par exemple, il aille le matin et qu'il choisisse les vêtements pour moi. Il peut, hein, il y a aucun souci, il peut le faire par exemple quand on va dans des événements ou des choses comme ça. Il dit: «J'aimerais beaucoup que tu, t'habilles de cette façon-là ce soir». Comme d'ailleurs un copain pourrait conseiller, une, petite copine. Là où ça devient pas bien, c'est quand justement, bah, tu me donnes de relations traditionnelles, un petit copain qui dit: «Tu pas le droit de t'habiller comme ça, t'as pas le droit de t'habiller comme ça», alors que c'est la façon dont la personne se sentirait bien parce que je suis jaloux ou parce que je veux pas qu'on pense que t'es une pute ou je veux pas qu'on pense que t'es ci, tu ça. Moi, jamais on me fait ça. C'est hors de question. C'est plutôt: on va faire du shopping ensemble. Moi, je sais mon inner moi, comment il est. Je sais, qu'en fonction des haltères d'ailleurs, elles ont des personnalités où elles ont envie de s'exprimer de cette façon dans son corps, et le rôle de maître, ça va être de se dire comment, parce que c'est aligné avec lui aussi, hein, si je ne lui convenais pas, ben, on serait juste pas en relation, il aurait qu'à trouver quelqu'un d'autre. Bah, comment je peux l'aider à aller encore plus loin grâce à sa soumission? C'est-à-dire que si par exemple, moi j'aime être sexy, j'adore les décolletés par exemple, bah, ça va être le rôle de maître de faire en sorte que ma garde-robe soit dans cette direction-là, et qu'il a pas besoin de me dire: «Aujourd'hui tu t'habilles comme ça», mais que moi quand je vais dans ma garde-robe, j'ai juste les vêtements qui me font me sentir en confiance, qui me font me sentir bien, qui me font sentir à ma place, qui me font sentir, soumise si j'ai envie, mais des fois beaucoup plus chic, des fois beaucoup plus professionnelle, des fois, et qui viennent appuyer qui je suis naturellement. C'est juste que je me suis mis dans une relation où qui je suis naturellement et mon plein potentiel, match totalement avec, les goûts et les critères de maître dans les relations qu'il cherche. C'est-à-dire que lui, un de ses critères, 1 c'est d'avoir une meuf qui est féministe, tu vois?
Donc évidemment que si j'étais une personne qui n'avait pas ce caractère-là, ben, je serais juste pas dans cette relation ou lui ne serait pas dans cette relation. Parce qu'encore une fois, il y a l'histoire de choix. Donc, au contraire, pour moi, la relation maître-esclave devrait être une relation qui appuie qui tu es naturellement. Et c'est parce que c'est comme ça que c'est sain. Si c'est une relation qui fait que c'est juste je reste à côté de lui et je le regarde travailler, je fais rien et pour moi ça fait pas du tout partie de ma vision et de ce que j'ai envie de faire dans ma vie, à part être de la soumission forcée ou de l'abus même, je vois pas trop ce que c'est. Après, évidemment, tu peux avoir des kinks d'être utilisé, tu peux avoir là, on rentre dans des cas beaucoup plus spéciaux et on pourra en parler dans d'autres vidéos, mais les kinks, c'est aussi à prendre, soin. Je suis contre le côté traditionnel des relations. Je crois pas être contre le côté traditionnel des relations. J'ai aucun problème à ce que les gens soient dans leur traditionnel s'ils en ont envie. Par contre, j'ai des problèmes si c'est pas aligné avec eux et si c'est pas sain pour eux. Si c'est juste parce que c'est ce qu'on leur a dit de faire, pour moi, ça, c'est une soumission de la société, forcée, quoi. Et des situations où dans la société, on est forcé à rentrer dans des cases, il y en a plein. Et il y a des trucs que je te partage personnellement. Si tu viens en coaching, et que tu as des opinions qui sont totalement différentes des miennes, je n'ai littéralement aucun jugement. Je suis en posture neutre, je suis là pour te coacher, je suis là pour faire en sorte de te questionner, que tu sois bien à ta place. Et si tu me dis que toi, ton alignement de toi, ben, ça correspond à quelque chose qui n'est pas du tout la même chose que moi, grand bien te fasse, je serais très heureuse pour toi, vraiment. Je vais aller sur un deuxième qui était très important. J'aimerais faire un avertissement vis-à-vis du BDSM. Je suis loin d'être la seule dans ce cas. Pour ma part, un partenaire m'a fait comprendre que mon BDSM était de l'automutilation par procuration. Effectivement, là, on est dans une situation pas saine du tout, hein. Ça percute. C'est vrai, aujourd'hui, j'ai des cicatrices physiques, des coups subis. Putain, ça me rend tellement triste. J'aimerais rappeler qu'en fait, il faut avoir une santé mentale solide, ce qui n'était clairement pas le cas pour ma part. Bref, pour moi, c'est fini, en dehors de certains gestes utilisés dans le vanille. Je faisais ça aussi parce qu'après de multiples agressions sexuelles subies par le passé, c'était un moyen, par le safe word, de poser un cadre, parce que dans le vanille, je pensais qu'il n'y en avait pas. C'est fou comment c'est tout ce qu'on s'est dit dans les jours précédents. Aujourd'hui, je trouve qu'il n'y a rien de plus sexy que le consentement et la douceur, le romantisme. Bref, pour ma part, le BDSM, c'est fini. J'invite en personne qui en font, malgré tout, se poser la question. Ça m'a plongé dans l'autodestruction parce que j'étais déjà instable. Faites ça en toute santé mentale, c'est un conseil. Je me permets juste de lire ces commentaires parce qu'ils sont de l'ordre public, hein. Je ne partage aucun commentaire privé sans le consentement des gens. Je demande systématiquement le consentement des gens pour partager quelque chose ou sinon je le fais en anonyme. Là, c'est public, hein, c'est sous ma dernière vidéo. C'est pour ça que je m'autorise à le faire. Voilà. Petit aparté fait, je lui ai répondu qu'effectivement, ce qu'elle décrit n'est pas du tout du BDSM en fait. C'est vraiment une situation d'abus de l'autre, parce que c'est aussi la responsabilité de l'autre de pouvoir checker euh, la place des traumatismes, comment on prend soin de... Bah, elle dit qu'elle a vécu des agressions, enfin, ça doit être des discussions qui sont intenses. La question de l'automutilation, elle doit être posée. Donc c'est de l'abus de l'autre. Après, je connais pas la situation, donc moi, j'aime vraiment pas faire la psychanalyse des gens sur Internet quand je connaisse pas leur réalité. Donc on l'utilise en termes d'exemple, mais je n'ai aucune idée de sa vie à elle, donc je me permettrai jamais de psychanalyser les gens parce que je déteste qu'on le fasse sur moi sans mon consentement. Donc, il y a ça. Et il y a aussi, évidemment, comme elle l'a dit, le BDSM, mais toute relation en fait, hein, BDSM, vanille, sexualité, relation amoureuse, professionnelle, est censée se faire sur une base saine, solide avec soi-même. Et c'est pour ça que le coaching, c'est important. C'est pour ça que de se faire suivre, c'est important. Parce qu'on a besoin, en fait, d'aller checker ces choses-là. Et c'est comme je le disais plus tôt, se lancer juste parce que ton corps te dit que c'est agréable et parce que j'ai testé 2-3 pratiques, ben en fait, c'est pas suffisant. Merci vraiment beaucoup, beaucoup pour ce témoignage. Et effectivement, elle a raison de prendre soin d'elle, de, pour le moment en tout cas, mettre les relations BDSM de côté, de se rendre compte qu'effectivement, il n'y a pas que dans le BDSM qu'on doit utiliser les safe words. Les safe words, c'est partout. Une relation sécuritaire, sexuelle ou amoureuse, c'est partout. C'est dans le quotidien. D'ailleurs, même quand tu rentres dans le BDSM, il ne faut pas penser que les safe words sont que pour les moments de sexe, hein. Moi, les safe words, c'est au quotidien. Par exemple, un truc, c'est que je déteste les bruits de bouche. Moi, je peux utiliser mes safe words pour dire je déteste là. Là, yellow, red,
va ailleurs, je peux pas. Parce que je déteste les bruits de bouche, c'est horrible. Ça s'utilise partout et c'est censé être la norme. Et je comprends comment repasser à du vanille peut être intéressant dans cette situation-là parce que tu te mets dans une situation qui est moins intense et donc tu peux avoir potentiellement le temps de créer des bases qui sont solides. Alors il n'y a rien qui nous dit que plus tard, parce qu'elle aura ces bases solides-là de santé mentale, elle aura envie de retourner dans un BDSM qui d'ailleurs aura de grandes chances de ne pas ressembler du tout au BDSM qu'elle a subi malheureusement la première fois, mais qu'elle pourra trouver un BDSM qui lui est adapté, qui est sain, parce qu'elle a justement déjà ces bases-là. Et attention, avoir une base solide ne veut pas dire être parfaite, genre comme être un robot. Parce que ça, c'est pas être sain. Tu as le droit d'avoir des troubles, tu as le droit d'avoir des traumas, tu as le droit d'avoir, par exemple, un manque de confiance, d'estime de toi, et tout de même avoir des bases solides. Parce que ça va être important de savoir comment dans cette situation réagir. Quelles sont tes capacités en fait dans cette situation-là. Mais c'est la même chose qu'on aurait par exemple dans un job. Par exemple, tu peux avoir un manque de confiance en toi avec ta famille pour exprimer tes limites, admettons. Et par contre, dans ton job, tu as des bases bien solides et tu as peut-être même un endroit de responsabilité intense où exprimer tes limites n'a aucun problème. Et bien là, on pourrait te dire que dans ta santé mentale, il y a encore des choses à travailler parce que tu as un manque de confiance en toi ou d'estime de toi sur le fait de poser tes limites avec ta famille. Mais dans ton job, en fait, tes bases, elles sont bien solides et tu peux te le permettre de le faire. Donc, c'est aussi important de voir les autorisations que les endroits BDSM t'autorisent à avoir. Et elles sont censées être un révélateur de tes forces. Elles sont pas censées appuyer les endroits qui sont compliqués pour toi. Moi, je le dis souvent, mais le BDSM, l'exploration des limites, elle c'est censé être, mais genre tellement loin, genre il faut tellement longtemps pour aller explorer ses limites quand on fait un BDSM sain. Moi, ça fait plus d'un an et demi que je suis en relation maître-esclave H24 et franchement, aller explorer mes limites, c'est rare quoi. Presque je peux le compter sur les doigts d'une main. Voilà, c'est ça l'expression. Parce que en fait, tu as tellement de désir, de force à explorer et à mettre en avant sainement avant d'explorer des faiblesses quoi. D'ailleurs, les safe words ne sont pas suffisants. C'est pas en fait, il suffit pas d'avoir des safe words dans la vie pour, se dire que ce qu'on est en train de faire, c'est ça, hein. Ah oui, ça, c'était un autre commentaire que j'avais. Dans le BDSM, le meilleur, c'est de dominer un couple, par exemple, de monsieur devant madame. Et j'ai répondu: «Ça dépend de tes pratiques, il y a pas de règle universelle». Et ça, c'est important, en fait. Moi, comment je vais exprimer ma soumission de façon saine n'a pas à être la façon dont toi, tu l'exprimes de façon saine. Alors, évidemment, il y a des concepts en commun. C'est un peu comme, il y a un cadre qui est commun et qui est important d'être respecté. Pour moi, ce cadre, tu l'auras compris, c'est l'alignement de soi, la communication, le respect, la bienveillance, la connaissance de soi, tout ça. Mais la façon dont ça s'exprime, ce sera pas la même. Ou admettons que j'aime pas du tout l'anal. Mais t'es une esclave, donc tu vas juste trouver un maître, et si lui il adore l'anal, eh ben, tu feras de l'anal toute la journée parce que t'es une esclave. Non, non. Je trouve un maître qui, sa vision est alignée à la mienne, et nos pratiques se complètent, nous font du bien et nous poussent tous les deux vers le haut. Ne rentrez pas trop tôt dans ces relations-là. Faites-vous accompagner. Je dis pas ça juste pour vendre des trucs, même si j'ai aucun scrupule à vendre des choses, parce que quand on vend des bonnes choses, c'est notre devoir de les vendre. J'ai dit que j'allais quand même vous montrer mon maquillage fini, vu que vous étiez là. Voilà. Je prends avec moi pendant que je cuisine. Juste que je me suis rendu compte hier, parce que j'ai eu de nouvelles réflexions, j'ai eu un coaching, et ça parlait de est-ce que le BDSM peut être sain ou pas. Hier, dans mon lit, je réfléchissais beaucoup, du coup. Et en fait, je pourrais pas aborder tout ce que je veux dans cette vidéo. Voilà. Il y a trop de choses, en fait, à dire. Je me rends compte que, par exemple, dans le commentaire, je voulais rebondir sur la question de dépendance. Mais en fait, je pourrais avoir une réflexion, une vidéo réflexion juste autour de la question de la dépendance dans le BDSM. Je voulais parler de ce que j'ai dit hier sur être en soumission et en domination au même moment, mais c'est juste que l'un sert l'autre. Bref, trop de trucs. Et je me suis rendu compte qu'il va falloir que je comprenne que je ne pourrais pas tout aborder. Le podcast est déjà assez long comme ça. Et que du coup, je vais vous écrire en commentaire les idées des 3 prochaines vidéos que j'ai, et je vous laisserai voter sur la réflexion que vous avez envie de plus voir. Parce que hier, j'ai aussi lu des choses sur Reddit, et j'étais là, non, en fait, les gens, il y a tellement de trucs pas sains, quoi. Donc,
Je vous mettrai ça en commentaire et je vous laisserai voter. Et je me suis rendu compte aussi, c'est sur ça que j'aimerais finir, qu'on a fait une vidéo entière sur est-ce que le BDSM peut vraiment être sain ou pas, et qu'en fait c'est la mauvaise question à se poser. Parce que cette question, elle donne que deux possibilités. Soit elle donne la possibilité que oui, soit elle donne la possibilité que non, soit, bon, ça fait une troisième possibilité, ça dépend. Mais en fait, ça ne nous apprend rien et c'est pas la bonne question. La question, ce serait plus comment je peux avoir un BDSM sain. Et en fait, au-delà de comment je peux avoir un BDSM sain, c'est comment je peux avoir des relations sexuelles et amoureuses saines. De toute façon, on ne pourra pas tout aborder et qu'il y aura certainement des choses sur lesquelles vous aurez envie de rebondir. Et que vous allez me dire, oui, mais là, Déborah, tu vois, t'as pas parlé de ça. Oui, mais là, tu vois, t'as pas parlé de ça non plus. Et là, c'est pas assez complet. Et oui, t'as raison. Voilà. C'est pour ça qu'on va faire plusieurs vidéos. Donc, je te laisse voter. Et j'espère que ce concept te plaît. On se revoit bientôt. Bisous.